Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes. J'ai pas de voix, mais j'ai un micro. Alors, je vais essayer de parler aujourd'hui. On a failli pas venir, malade, en fouille encore hier soir. Non, donc, non, non. comment Prends celui-là, ça marche ça pas. va aller. Ouais, c'est-à-dire qu'il Bon. t'entend mal. Tu mets joue sur le Là, bouton. vous m'entendez mieux avec ma mauvaise voix? Oui, d'accord. Donc, je vais tenir le micro. Je présentais. Je vais faire cette présentation au nom de mes collègues aussi, Amélie Kikerès qui est retenue avec nos étudiants, que j'ai laissé à Dijon, et Xavier Calagopian qui a réalisé un Master 2 l'année dernière sur le secteur justement de la Genetois. Alors c'est une petite synthèse de nos interventions, en remerciant à ceux qui nous ont invités à présenter aujourd'hui, mais aussi à participer à ce chantier passionnant du PCR dit de la Genetois, dirigé par Yannick Labonne. Donc nous sommes intervenus, nous, assez tardivement, que depuis 2019, au départ très ponctuellement, sur les chantiers ouverts par Stéphane Alix du quartier artisanal. Et puis, nous avons continué nos interventions à la faveur des chantiers en 2020, et surtout en 2021, c'était l'opération un peu centrée sur la géoarchéologie, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça a permis de comprendre un peu mieux justement ce lien qu'il peut y avoir entre ce qu'on pourrait dire les activités humaines et l'environnement. Mais on va voir que c'est plus fin que ça, plus compliqué que ça. Image traditionnelle du secteur de la Genetois centrée sur le sanctuaire gallo-romain, avec l'enceinte que vient de présenter Franck Ducreux ici. Alors on va s'intéresser, nous, à l'ensemble de ces structures qui interagissent avec ce qui se passe dans la plaine alluviale, bien plate, la plaine du Ternin et celle de la Roue, qui interagissent possiblement avec ce site. Donc on va reparler de l'enceinte néolithique, que vient de présenter Franck. Le complexe antique, je ne vais pas le détailler bien sûr, mais on va voir qu'il y a des rapports aussi avec la dynamique de ces cours d'eau, notamment avec le fameux grand canal qui ceinture le complexe antique, en se branchant au nord et au sud sur le Ternin et la Roue. Et puis ce qu'on a appelé aussi le petit canal, qui pour l'instant est mal caractérisé, mais on a quelques hypothèses là-dessus, je vais vous les montrer. Petit canal qui lui aussi a un lien avec l'eau dans cette plaine alluviale. Alors si on regarde le sanctuaire, le complexe de la Genetois sur une carte simple, évidemment on voit du bocage, un paysage actuel bien plat. En fait, il a un certain relief et une dynamique qu'on peut comprendre si on reporte par exemple la crue de 2013, la grande crue de 2013 du Ternin et de la Roue, qui a atteint les faubourgs du sanctuaire et même recouvert certaines parties au pied du temple de Janus, qui se situerait par là, et presque à l'enceinte. La crue de 2013 est une crue importante, c'est pas la plus importante du millénaire, et donc on peut imaginer que ce site, ou ces sites, à différentes époques, suivant les phases climatiques, ont eu des interactions avec justement un acteur majeur qu'on oublie tout le temps, mais c'est effectivement le Ternin et la Roue. Et donc, en fait, on plaide ici pour une étude complète, dite géoarchéologique, et plus large, du secteur inclus dans un grand complexe, qui est, vous voyez, le secteur de la Genetois est ici. Ici, on a les deux bassins versants de la Roue en grand et du Ternin en plus petit, qui viennent converger à cette confluence au niveau du secteur de la Genetois. Donc pour nous, on plaide pour un acteur supplémentaire qu'il faut inclure, c'est-à-dire celle dite de l'environnement, mais qui est un organisme dynamique et qui réagit aussi à des conditions externes et à une dynamique interne. C'est celle de la rivière et des cours d'eau. Donc les questions géoarchéologiques qu'on se pose ici, outre les questions immédiates auxquelles on essaie de répondre, posées par les archéologues, c'est de comprendre les conditions d'implantation des sites. Évidemment, si on s'implante dans les pieds dans l'eau ou pas, par exemple. Les conditions d'exploitation du site pendant la vie du site. Donc le rapport à l'eau, l'eau risque, inondation par exemple, ou aux ressources, ou autres intérêts. Et puis, bien sûr, ce qui se passe après le site. Donc la conservation des sites dépend aussi de ce qui se passe dans la plaine alluviale. Et ça, on l'a bien démontré, bien vu sur les différents chantiers, aussi bien le quartier artisanal
que le secteur du temple de Janus ou même l'enceinte qu'on va voir maintenant. Donc nos sources, pour dire comment on travaille, c'est pour ça qu'on travaille aussi je vais montrer beaucoup de cartes là aujourd'hui, mais on travaille sur le terrain avec les archéologues, c'est déjà la morphologie, les formes du relief. Alors on a accès maintenant à une microtopographie lidar très fine, hein, puisque le relief de cette grande plaine de la Jeune-Toie, qui a l'air très plate, oscille quand même entre 292 et 288 mètres, c'est-à-dire sur 4 mètres d'altitude, on a quand même des variations importantes qui ont une incidence sur les occupations. Pardon. Je crois désinfecter le micro. Donc une incidence importante, même si les reliefs sont apparemment très faibles. La microtopographie lidar nous permet de distinguer que finalement le complexe de la Jeune-Toie est situé sur un promontoire, une péninsule, un cap, quoi, en fait, qui est avancé vers le Ternin, qui est situé ici, puis au sud, bordé par la Roue, dont on a vu les crues encore présentes. Donc finalement, c'est un lieu particulier. On pourrait facilement induire que les gens sont installés là depuis toute époque parce qu'ils étaient à l'abri des crues et des risques. C'est pas si simple, c'est pas si évident, même si on peut le revoir comme ça maintenant. On pourrait l'interpréter comme ça maintenant. Alors, l'autre source d'information, ce sont les sondages géoarchéologiques. Alors, pour nous, ça a été surtout 2021. Avec le bel été 2021, vous voyez la grande sécheresse de 2021 qui est très évidente sur ce sondage, cette photo. Ils ont permis de faire des tranchées de plus de 40 mètres de long, pas forcément sur des structures archéologiques, et nous ont permis d'analyser la stratigraphie géoarchéologique de différents secteurs choisis pour leur problématique géoarchéologique et pas forcément pour la problématique archéologique qui était initiale. Donc c'est un complément. Alors je vous montre des résultats, je ne vais pas détailler les coupes ici, hein, des grandes coupes détaillées ici, c'est la photo que vous avez là. Autre source d'information, on travaille sur l'imagerie géophysique, classique pour distinguer des structures archéologiques, hein, comme le Grand Canal, le Petit Canal, des structures archéologiques classiques, mais aussi les paléochenaux qu'on voit se dessiner sur cette image partielle, hors de l'emprise des principales structures archéologiques, ces paléochenaux ont une chronologie relative que l'on peut aussi dater, après par les sondages, et qui nous permettent d'avoir une idée de l'évolution de la plaine à différentes époques, en regard des occupations humaines. Autre image géophysique, alors ça peut être magnétique, électrique. Imagerie géophysique, alors là, vous voyez, on a fait une tranchée tout près des enclos qu'a cité Franck juste avant. On était en 2021. Et puis aussi imagerie électrique du sous-sol, mais en coupe cette fois-ci, en tranchée électrique, et qui nous permettent aussi d'avoir accès à l'information du sous-sol sans forcément faire de creusement. Donc ce qu'on a pu obtenir, maintenant je vous l'ai montré par grande phase, d'une part, quelque chose qui était attendu, mais quand même qui a été démontré, si on regarde toutes les images géophysiques et tous les sondages qui ont eu lieu, hein, on voit qu'en fait cette grande plaine du Ternin et de la Roue aujourd'hui était bien plus large lors de la dernière période glaciaire et occupée par un vaste système de chenaux en tresse, donc de torrents assez puissants, qui ont déposé tous ces sables et graviers de fond, qui sont bien connus par les gens qui font des fondations, ou la recherche d'eau, et même les gravières qui sont situées dans ce secteur-là, qui ont bien perturbé les vestiges archéologiques, qui sont maintenant rebouchés, ou même celle qui est au milieu de l'enceinte qu'a présentée Franck Ducreux, une gravière qui n'est pas si ancienne, et qui était là pour la recherche de ces graviers et sables. Et donc, en fait, ça, c'est le fond initial sur lequel sont venus se sculpter, finalement, les deux vallées, celle du Ternin et de la Roue, qui convergent donc à la confluence. Donc, il y a eu incision de ces deux couloirs alluviaux successifs, et ça s'est opéré en plusieurs phases. La première, que l'on voit très bien, est située assez proche du théâtre. Donc ça, je vous donne, c'est le trait en pointillé noir ici. Une seconde un peu plus loin vers l'est, et jusqu'à une dernière, l'incision actuelle. Donc on voit que les vallées se sont incisées en s'étageant, alors de 50 cm, on n'est pas dans des vallées alpines, mais n'empêche que, en fait, finalement, le système alluvial s'est décalé vers l'est, en fait, en s'éloignant de nos vestiges, notre secteur d'intérêt sur la Jeune-Toie.
Donc ça s'est fait par des creusements et des remplissages, creusement-remplissage, qui sont en phase en fait avec les changements climatiques, hydroclimatiques majeurs depuis le néolithique. Le dernier, le plus connu, c'est celui du petit âge glaciaire, si vous connaissez cette période historique de la fin du Moyen-Âge jusqu'au 19e, 20e siècle. Eh bien, c'est le dernier creusement qui occasionne ce type d'étagement du cours d'eau. Et ça a finalement laissé une terrasse, dite la terrasse de la Jeune-Toie aujourd'hui, et finalement à l'abri des crues majeures, même les crues importantes n'arrivent pas à gagner sur les structures. Donc ça, c'est la constitution de la terrasse de la Jeune-Toie en général. Maintenant, si on regarde par période, alors au néolithique, si on prend l'enceinte comme référence ici, il y a d'autres structures autour. Au néolithique, on a évidemment on avait une rivière possiblement bien plus près du site actuel, qui pouvait passer bien plus près du site actuel. Et donc un rapport à l'eau qui était moins distancié qu'aujourd'hui. C'est pas non plus majeur, mais c'est quand même 2 fois plus près que c'est la moitié de la distance par rapport à la distance actuelle. Ces cours d'eau et puis après les étagements successifs ont fait que finalement la terrasse supérieure ici, celle de l'enceinte néolithique, est restée tout le temps finalement en surface. Alors c'est bien pour les gens qui y vivaient sûrement, et même les gens qui ont succédé au néolithique, mais ça a occasionné une érosion importante, comme vous l'a montré Franck, une érosion importante de toutes les structures, des sols, et même si les poteaux sont encore à 1 mètre de profondeur, l'érosion dont tu as parlé, d'environ 40 cm, résulte des érosions successives de ce qui s'est passé après. Donc vous voyez que c'est bénéfique pour les gens de l'époque, on est à l'abri des crues, mais c'est peut-être pas si bénéfique pour les archéologues d'aujourd'hui, même si les structures en creux sont très bien préservées, les sols ne le sont pas. Pour la période antique, je souhaite évidemment, vous voyez qu'on est très diachronique, la période antique, avec le complexe de la Jeune-Toie, qui est bien connu, que je ne détaillerai pas ici, on reconnaît le plan. Là, de la même manière, on a pu montrer qu'une incision importante a eu lieu après, et qui a probablement en partie arasé une partie de vestiges qui auraient pu se trouver là. Certains sont encore conservés, mais assez peu. Et c'est surtout des structures en creux, comme le Grand Canal, et puis le Petit Canal, dont on va reparler. Donc en fait, il nous manque un morceau apparemment. Ce Grand Canal, il nous a intéressé aussi parce que, vous voyez, on le voit se brancher sur le Ternin ici, faire le tour du sanctuaire et se jeter dans la roue un peu plus au sud, possiblement. Donc il a été interprété au départ, et c'est l'évidence, comme un canal de dérivation de crues. Le voici alors après la fouille, après nos sondages de 2021. Là, c'est la nappe d'eau naturelle, c'est pas la pluie, pour une fois en 2021. C'est le niveau de la nappe. Donc en fait, c'est un canal qui, une fois creusé, pouvait être en eau sur 1 mètre d'eau, à peine, mais qui était présent à l'époque antique, pendant la vie du sanctuaire. Et la question qui s'est posée, c'est de savoir s'il était en lien avec la dérivation de crues du Ternin qui aurait pu être une menace pour le sanctuaire. En fait, nos résultats ne vont pas dans ce sens aujourd'hui. On a analysé les coupes du sondage, du canal, différentes coupes très précisément. Il y a bien des dépôts de crues dans ce canal, mais au fond, assez peu. L'essentiel des dépôts que l'on a, là, c'est des fouilles de 2018 sur le franchissement du canal par la route de Yannick Labaune. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que ces dépôts de crues sont d'une part peu importants du côté du Ternin, donc vers le nord, et de plus en plus importants du côté du sud, vers la Roue. De la même manière que les dépôts argileux qui contiennent ce canal, son remplissage est plus important vers le sud. Donc pour nous, ce n'est pas un canal de dérivation de crues du Ternin, c'est un canal en eau qui se remplit presque passivement par la Roue, par le sud en fait. Donc avec des dépôts plus importants au sud, et des dépôts de crues qui ont même du mal à arriver au-delà du théâtre, si on peut dire, et pas du tout du côté du Ternin. Donc on inverse un peu le processus, et ça repose une question archéologique, ou en tout cas humaine, c'est la signification de ce canal. Devant le risque, nous on penserait à un canal de dérivation de crues.
On se pose la question de savoir si, et c'est-à-dire la chose avait été émise déjà par Yannick Labaune aussi, c'est que c'est pas un canal de délimitation de l'aire sacrée, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est plus que simplement. Mais en tout cas, un canal de délimitation qui ferait le pendant, en fait, du Ternin de l'époque et de la Roue, et ce canal fermant, en fait, l'aire sacrée par des eaux. Parce qu'on ne voit pas de fonction pendant la vie du sanctuaire, de fonction de dérivation de crue. Navigation, évidemment, on peut y penser, c'est un rapport à l'eau aussi. Voilà. Et ce qu'on a pu aussi montrer avec nos collègues, c'est que à la fin de la vie du sanctuaire, le canal en question, en fait, est quasi abandonné. Il sert d'abreuvoir. On a des indices qui le montrent. Donc, on n'est plus dans la fonction sacrée de ce sanctuaire. On a une fonction plutôt rurale, classique. Pour la période médiévale, dans ce secteur, alors nous, on ne connaît pas, mais autour du temple de Janus, on sait qu'il y a eu une motte et un site castral. Et on a en candidat un petit canal qui s'y dirige. On en a retrouvé une trace très érodée, comme je l'ai dit, à cause de ce qui se passe après, dans la plaine ici. Et ce petit canal, dit le petit canal, on l'a aussi sondé, coupé. Voici sur une coupe de 2021. Voilà, la coupe et son dessin. Et de notre point de vue, ce qu'on observe dedans, ce sont des dépôts de crues aussi. Effectivement, des dépôts de crues du Ternin, pas super violentes non plus. Il y a un canal qui est resté ouvert. Donc c'est pas un aqueduc non plus. C'est un canal qui est resté ouvert avec des eaux pas forcément très propres. Et d'après les datations, alors elles sont encore à préciser parce qu'il y a des datations contradictoires là-dessus, on aurait tendance à le rattacher, mais c'est sous réserve, à la période médiévale et en faire un canal, interprétation, un canal d'amenée d'eau du Ternin vers la motte, on va dire, de Janus, quoi, la motte de Janus. Un peu, alors c'est pas du tout au même endroit, mais ça serait idéal si c'était comme ça. Ici, on a Cussigny en Côte d'Or, en vue aérienne de René Goguet, une motte castrale classique, sur une villa romaine d'ailleurs, et puis ici un canal d'amenée d'eau qui vient détourner la rivière, dont on voit d'ailleurs les chenaux, la rivière pour remplir et entourer la motte castrale. Ça serait ce schéma-là. Sauf qu'on ne peut pas encore le démontrer parce que, évidemment, on a des habitations. Et on ne va pas enlever les habitations après avoir enlevé le théâtre avec Franck. On ne va pas enlever les habitations non plus pour aller le vérifier. Voilà, donc au bilan, si je n'ai pas été trop long, pour nous, on est ici arrivé assez tardivement dans l'étude, mais ça constitue ce site, la Jeune-Toit, outre un site archéologique important, mais un grand site géoarchéologique, parce que vous voyez qu'on a la convergence de dynamique d'occupation et de dynamique naturelle. C'est typiquement les questions qu'on se pose en géoarchéologie. Et on a un rapport, une étude diachronique sur le rapport à l'eau. Gestion des risques, gestion de la ressource. On a de l'eau qui peut être vue comme un risque potentiel, les inondations, les crues, mais de l'eau aussi qui peut être vue comme une ressource, puisqu'on peut même faire un canal pour amener de l'eau, après l'avoir peut-être rejetée. Mais aussi fonction symbolique et religieuse, et ça c'est rattaché au sanctuaire lui-même. L'autre intérêt qu'on a ici, c'est qu'on voit que l'eau, ce n'est pas juste une problématique des gens de l'époque, des différentes époques qui ont eu à gérer ces risques ou ces ressources. C'est aussi ça va conditionner la préservation des traces, avec une faute, des traces, donc c'est-à-dire ce qui fait la source de l'archéologue, traces qui sont assez effacées. Heureusement que l'enceinte a des pieux profonds pour pouvoir être mise en évidence et fouillée, comme on l'a vu. Ou inversement, des traces qui ont pu être effacées et coupées et bien préservées dans le secteur sud, par exemple, du sanctuaire, où là, on a des dépôts liés sûrement aux crues de la Roue qui viennent qui viennent généreusement recouvrir les vestiges antiques, ce qui a permis de les préserver et de les fouiller ensuite. Donc on a une réflexion à faire sur la préservation aussi, donc ce qui se passe après la vie des sites. Voilà, donc les études sont à terminer. On a des datations à préciser, des éléments spatiaux à faire en vue de la publication qui est annoncée dans la synthèse menée par Yannick Labaune. Voilà, je vous remercie.